Tout le monde, fin de cette conférence. Donc on parle imagination, point d'appui, mémorisation, et je ferai une brève conclusion. Alors donc, concernant l'imagination, les points d'appui, ça j'en ai beaucoup parlé, hein, de l'importance des points d'appui, cette base de données, hein, que l'on a dans notre cerveau et qui nous sert d'ailleurs dans la vie à la fois de tous les jours, dans notre vie musicale mais extra-musicale également. Ce que je considère, moi, encore une fois, tout ce que je peux dire, c'est uniquement basé d'abord sur un regard porté sur moi-même, bien sûr, en tant que pédagogue et par analyse de mon propre mode de fonctionnement, ce que j'invite d'ailleurs les gens à faire, c'est la chose la plus importante, hein. Mais ce que je dis, c'est également par expérience avec tous les élèves que j'ai pu avoir, et puis les masterclass et les concerts, et je me rends compte d'une chose, c'est que ce qui est important, c'est d'éveiller les élèves. Et d'ailleurs, on pourrait dire même les enfants, c'est un conseil qu'on pourrait même donner aux parents, mais bon, ça paraît tellement évident, mais que parfois on l'oublie. C'est qu'il faut éveiller les élèves finalement au monde qui les entoure pour enrichir leur point d'appui. C'est un petit reproche que l'on pourrait faire à beaucoup de professeurs qui sont restreints à leur propre discipline et qui ne sortent pas de leur cadre, c'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est vraiment figée en quelque sorte. Et justement, les points d'appui extra-musicaux sont les plus importants, il ne faut pas l'oublier. Enfin pour moi en tout cas, moi je dis, je dis toujours, je me sers d'énormément de domaines extérieurs à la musique pour pouvoir expliquer et mieux interpréter et mieux ressentir cette musique. Ce n'est pas en restant coincé sur do, ré, mi, fa, sol que vous en tirerez quelque chose. Oui, d'accord, au niveau technicité peut-être, et encore. Mais c'est tout, ça restera à ce point, à ce stade-là. Donc il faut savoir, il faut réussir à créer en fait, à sensibiliser les élèves, à faire en sorte qu'ils se créent un monde intérieur. Et parfois c'est simple, il suffit juste de quelques petits indices. Bon, on sait que les très jeunes enfants, par exemple, tous quasiment, hein, ils ont un ami imaginaire. Hein, allez, c'est à quel âge? Ça, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un début. C'est quelque chose qui est quasi naturel, qui fait partie du développement psychique, hein, de l'élève, de l'enfant, pardon. Et ça se poursuivra après tout au long de son enfance si, encore une fois, les parents, par leur éducation, ont fait l'effort de stimuler correctement le monde imaginaire. C'est donc, il suffit d'un rien parfois, hein, pour que ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils extraient des perceptions du monde réel et ils en font tout un sujet d'attraction, et là il faut en profiter, il faut aller vraiment dans leur sens, hein, il faut exploiter en quelque sorte ce domaine-là qui arrive à s'inscrire dans la mémoire, on l'a vu, hein, par rapport au traitement de l'information, ça représente un intérêt pour le cerveau. C'est quelque chose qui est très important, ça va s'inscrire comme point d'appui, comme base de données. Cette fiction imagée, elle leur permet d'exister en quelque sorte, hein, en tant qu'enfant, de créer leur propre rôle et d'avoir une place dans l'entourage. Ils ont l'impression de compter aux yeux des autres, hein, au regard des autres. Euh, Ils sont fiers quelque part, hein, que les autres puissent aussi porter de l'intérêt sur eux. Donc c'est important. Et donc tout cela contribue au bon développement de l'imagination. Alors bon, y a encore plein d'autres choses. Il y a la narration, hein, qui a un rôle important à jouer, hein, bien sûr. Raconter des histoires, moi c'est ce que je fais très souvent avec les enfants, par exemple au piano. J'attends pas d'ailleurs, comment dire, je n'attends pas quelques mois avant de le faire. Quasiment dès le début, j'interprète les notes en narration, en quelque sorte. J'essaie de raconter l'histoire d'un enfant qui ferait ceci, cela. Enfin, j'adapte bien sûr mon vocabulaire en fonction de l'élève que j'ai en face de moi, bien entendu, n'est-ce pas? Mais disons que, allez, pas à tout âge, mais ça, quand même sur une tranche d'âge importante, on peut très bien raconter des histoires. Donc ça, c'est important. Il y a aussi l'écriture, tout simplement, hein, c'est un mode d'expression d'ailleurs, hein. Elle permet de partager, là pour le coup, de partager son histoire. Et les mots permettent de réorienter la représentation d'actes. Donc tout ça sont des éléments importants, hein, encore une fois, toujours dans une logique, hein, de s'inscrire dans notre mental, hein, en quelque sorte, hein, puisque c'est notre fil conducteur de cette conférence depuis le début, de ce qui est de l'ordre de la psychologie ou alors de la physiologie, bien sûr. Donc toute
créativité, participe consciemment, participe à la formation d'une conscience. Et ben, il faut bien avouer que c'est une force supplémentaire pour faire face aux situations. Alors aux situations à la fois musicales, techniques, artistiques, mais également extra-musicales. Ce sont des points d'appui dont on se sert beaucoup après, quand on est gamin, hein, quand on est enfant. On a des tas de choses qu'on a imaginées, qu'on a dans la tête et qui nous servent après dans la vie de tous les jours. Et tout ça, ça s'inscrit, hein, dans le processus mémoriel. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on va retrouver tout ça après au piano, dans l'apprentissage musical au niveau de l'interprétation. Et bon, bref, en tout cas, il est possible de... Le but, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de remplir le monde intime, le monde intérieur de ces enfants, en intériorisant en quelque sorte des éléments extérieurs et en les faisant partie intégrante, hein, de leur propre imagination, de leur propre mental. Donc il est possible de remplir le monde intime aussi par la rêverie, par exemple. Alors la rêverie, elle modifie, elle est très intéressante parce que ça permet de modifier la manière dont on ressent ce qui est autour de nous. Et là, ça enrichit vachement toute l'approche subjective de la réalité. Et d'ailleurs, parfois, les enfants se protègent dans le rêve parce que c'est une métaphore du désir. Et ce rêve peut construire, c'est ça, voilà, la chose la plus importante, c'est qu'il peut construire des représentations mentales qui, elles, sont intéressantes et sont exploitables à l'image de l'apprentissage musical. Donc, l'imagination, l'ouverture aux autres domaines, hein, aussi, on pourrait parler d'un point de vue plus pédagogique de ce qu'on appelle la transversalité ou les projets pédagogiques interdisciplinaires, on appelle ça. Donc il y a tant de choses, hein, qui sont possibles pour consolider les représentations mentales de nos élèves. C'est pour moi la base de tout, la base de toute interprétation. C'est tous ces éléments, tous ces éléments que l'on a dans notre tête qui se sont inscrits et qui proviennent de situations extra-musicales. Et cela peut impacter drôlement l'épanouissement personnel et influer directement sur les objectifs, sur la réalisation des objectifs artistiques de nos élèves. Alors, on a vu par exemple que par la recherche de la sonorité, que la recherche de sonorité passait par l'idée que nous avions de cette sonorité. Là encore une fois, on en rejoint, hein, toujours nos points d'appui, hein, que l'on a dans notre tête et tout ce qui se passe dans notre mental, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui va déterminer l'idée de la sonorité que l'on veut avant même. C'est une anticipation, en fait, une anticipation cérébrale en quelque sorte. N'est-ce pas? Et on a vu toute l'interaction entre le geste, la sonorité, etc. Ça, je vous renvoie à toutes les autres vidéos. Et donc, c'est un domaine, finalement, cette recherche de sonorité, hein, c'est un domaine qui relève de la culture générale, puisqu'elle se base sur nos points d'appui, mais aussi de la culture personnelle et encore de notre imagination. C'est là où je veux en venir, justement. Au point, ça me paraît là la chose essentielle, c'est que plus nous avons d'idées, plus notre base de données est enrichie, plus nous avons de choses à exploiter dans notre cerveau. Et donc plus nous pouvons de ce fait enrichir notre sonorité. Pourquoi? Parce que le cerveau raisonne toujours par association, enfin pas toujours, mais très souvent. Il reconnaît des informations extérieures car il a une base de données qui, logiquement, est importante justement parce que on a stimulé suffisamment le monde imaginaire. C'est l'idée en fait, hein, que j'essaie de rejoindre les deux bouts, en fait, si vous voulez, entre l'imagination, les points d'appui, la sonorité. Tout ça, ça forme vraiment un tout. Nos expériences vécues aussi, nos émotions mentales. Nos émotions ressenties, pardon, je dis une bêtise, nos souvenirs, tout ça, ça va jouer, hein, dans notre comportement métaphorique, par analogie en fait, entre ce que l'on est en train d'étudier sur notre instrument et puis tout ce à quoi ça va nous faire avancer, tout ce à quoi ça va, tout ce que ça nous évoque, bien sûr. Donc l'instrument, il ne faut pas oublier que c'est juste un outil en réalité, c'est pas une fin en soi, c'est un outil, pourquoi? Pour extérioriser notre vision de la musique. Notre vision de la musique, elle est où? Elle est dans notre mental, encore une fois. Elle est imprégnée également dans nos sensations corporelles, dans tout ce que nous sommes. Donc c'est ça qu'il faut enrichir, ce qu'on appelle le monde intérieur. Nos intentions musicales, elles sont enfouies dans notre cerveau. À nous d'arriver à récupérer toutes ces images. On rejoint encore l'idée de l'imagerie mentale, hein, bien sûr.
comme support pour notre recherche de sonorité. Alors bon, on pourrait parler aussi de la poésie, la recherche du beau, enfin, tout le monde après a une culture différente, une ouverture d'esprit qui n'est pas la même. Certains vont se servir plus de l'architecture, la danse, la peinture. Moi, par exemple, bon, c'est essentiellement, je dois bien le reconnaître, ce sont les couleurs hein, qui traînent dans ma tête, hein, les couleurs, les paysages, la peinture, tous ces domaines-là. Je procède beaucoup par analogie, par métaphore et toutes les situations vécues aussi, qui souvent ressortent, hein, bien sûr, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Mais bon, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, au passage, les couleurs, ça joue aussi sur notre esprit, sur notre humeur, il faut le savoir. Mais ça peut être aussi la littérature, la rhétorique, les images sensorielles, le théâtre. Le théâtre, pourquoi? Parce qu'il y a les ambiances, les rôles. Ça, l'ambiance, c'est un mot qui revient énormément dans mes cours, par exemple. Créer une ambiance, garder une ambiance, changer l'ambiance, etc. Les sentiments, les personnages aussi, tout ce qui est théâtral, c'est très très important pour l'apprentissage musical. Ça peut être aussi de l'ordre de la spiritualité. Peu importe, de toute façon, les rapprochements entre la musique et les autres domaines sont innombrables. Hein, voilà, tout est question d'imagination, encore une fois, on le rejoint. Hein, il faut vraiment avoir une imagination débordante, hein, en quelque sorte. Et on doit trouver sa propre source d'inspiration pour comprendre et pour donner un sens à nos œuvres musicales, aux œuvres que l'on interprète. Bien sûr, l'époque et le style de la musique que l'on étudie peut être mise en relation aussi avec d'autres domaines qui correspondent à la même période. Ça facilite hein, aussi tout de même la compréhension. Donc, tous ces points d'appui émotifs, n'est-ce pas? Puisque, par définition, puisqu'il s'agit d'un point d'appui, ça veut dire que, encore une fois, on en revient toujours hein, au traitement de l'information. Ça veut dire que le cerveau l'a reconnu comme centre d'intérêt. Et on a vu également que l'émotion inscrivait plus rapidement, hein, enfin activait plus rapidement le processus mémoriel. Donc tous ces points d'appui émotifs qui sont inscrits dans notre esprit, ils vont influencer. Alors parfois ils influencent de manière consciente ou parfois de manière inconsciente. On se surprend soi-même, hein, bien sûr, à penser à tel ou tel domaine, ou parfois c'est totalement conscient, se fait soi-même la réflexion de se dire que tiens, ce passage est très coloré, celui-là nous ferait penser à un élément peut-être poétique ou au contraire, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça, ça reste de l'ordre du conscient ou de l'inconscient bien sûr. C'est tout ce qui traîne dans notre cerveau et encore une fois, tout ça c'est grâce à nos points d'appui qui sont émotifs. Donc plus ces empreintes, plus ces empreintes psychologiques sont nombreuses et plus rapidement le cerveau va traiter une nouvelle information qui est liée à l'apprentissage d'une partition, bien sûr, car il procède toujours par association. Alors, donc je constate d'un point de vue pédagogique, alors ça c'est quelque chose que je détaillerai peut-être si y a des personnes intéressées dans une autre, peut-être notre enregistrement ou peut-être une conférence, je sais pas, on verra dans l'avenir. Mais c'est quelque chose dont je me sers énormément moi-même dans mes cours. Mais je constate que les représentations mentales et le comportement par analogie, par métaphore, facilitent énormément le passage de la technicité à l'expressivité, c'est une première chose, mais surtout, cela résout également beaucoup de difficultés techniques, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il est évident qu'elle contribue fortement à l'aspect artistique d'une interprétation musicale. D'ailleurs, je ne vois pas comment ça peut être autrement, puisque par définition, ces images mentales nous font interpréter justement le texte musical, nous le font traduire en émotions, en idées, en situations vécues. Donc oui, forcément, cela contribue fortement à un aspect artistique. Mais notre rôle là-dessus, c'est de sensibiliser bien sûr les élèves à toute cette dimension extra-musicale qui peut influencer, qui peut aider dans la réalisation d'objectifs artistiques. Et donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'utilise beaucoup de métaphores en réalité pour faire comprendre des difficultés techniques. C'est là que ça paraît
contradictoires en quelque sorte, mais ça marche très très bien justement pour les aider à les résoudre. Ça les détend, ça réduit complètement les tensions. C'est un moyen finalement de détourner lorsque l'on voit qu'un élève a une difficulté technique à un moment donné. Mais ça, on en parlera plutôt une autre fois parce que c'est un sujet vraiment important et ça marche totalement. C'est encore une fois, là, oui, on voit tout à fait la supériorité en quelque sorte du mental hein, sur le corps. Bref, donc cela enrichit en tout cas leur mental, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Car en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire très simple, c'est qu'ils vont associer rapidement une difficulté technique euh, à une notion extra-musicale en quelque sorte. Donc ça va les évader tout de suite. Donc bref, les points d'appui, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'ils contribuent à la structuration et à l'accélération de la mémoire à long terme, hein, on l'a vu, puisque de toute façon, il y a une dimension affective, hein, bien sûr. Donc bref, alors bon, ce qu'on va faire, enfin je vais faire une petite conclusion, puisqu'en fait, en réalité, après cette deuxième partie, il y en avait une troisième, mais que j'avais déjà publiée auparavant, car c'était une réponse à une internaute sur Facebook qui avait des problèmes je ne sais plus exactement, de mémorisation, il me semble. Bref, donc toute la troisième partie, en réalité, elle a déjà été faite. Elle est visible hein, sur cette chaîne, donc je vais faire une brève conclusion. Déjà, je vais vous donner comment dire, vous citer tout simplement une de mes définitions hein, que je donne à la musique. Bah, c'est une activité sensorimotrice. Voilà, avec ça, l'avantage, c'est que c'est un terme qui a l'avantage de, comment dire, d'englober plein de domaines, hein, en fait, hein, qui relèvent à la fois de la psychologie, du mental, justement. Hein, c'est quelque chose dont j'ai énormément parlé et que je parle beaucoup, et que j'évoque beaucoup, pardon, lors de mes cours. Ça fait partie aussi du traitement de l'information, les récepteurs sensoriels, hein, puisqu'il y a sensorie hein, dedans, bien sûr, mais aussi il y a la notion de motricité. Donc là, pour le coup, on a le corps, la physiologie, la mobilité, toute la dynamique du corps. Hein. C'est la définition pour moi de la technique d'ailleurs, hein, au piano, c'est l'étude de la dynamique hein, du corps. Donc c'est un terme qui est très bien parce que justement, il est parfaitement en corrélation avec toute cette conférence, c'est-à-dire que c'est tout l'aspect psychologique et physiologique hein, qui a été traité comment dire, dans cette conférence, tout ce qui relève du corps et de l'esprit, des mécanismes du cerveau, hein, et du corps et toutes les interactions avec le travail du piano. Et bon, bah, c'est une excellente activité, bien sûr, hein, la musique pour la coordination motrice, ça c'est évident, pour la naissance, pardon, et la gestion des émotions également. Et ce que l'on peut dire, c'est que la musique agit sur nous, c'est une source d'inspiration qui est inépuisable, une source de plaisir, une source aussi de créativité, bien sûr, on l'a vu hein, X fois dans l'analyse de soi-même, l'analyse de l'entourage, dans énormément de choses. Elle apporte de la force, elle apporte justement de la réflexion, devenir ce qu'on appelle un praticien réflexif. Je l'ai dit, ça sera ma prochaine conférence. C'est prévu hein, en été 2020 en Chine. La place de la réflexion dans le développement de l'enfant, hein, dans l'apprentissage musical et dans l'enseignement musical. C'est quelque chose que un sujet dont je veux traiter. Donc la musique nous apporte de la force, nous apporte de la réflexion, nous apporte un certain esprit, un esprit critique, une remise en cause également de nous-mêmes, de notre environnement, des autres, nous permet de nous apprendre à nous connaître et à mieux connaître l'autrui. Elle nous influence aussi dans notre sensibilité, dans nos choix, dans nos comportements, dans des tas de choses, évidemment, également dans notre mode de communication. Elle est présente partout, en nous, dans ce qui nous entoure, absolument partout. Notre potentiel musical ne demande qu'à être éveillé. C'est une phrase, ça, que je tire d'un de mes professeurs de piano, qui résumait justement sa pédagogie comme ça, c'est-à-dire qu'on lui demandait une fois quel était le rôle du professeur de piano, et il répondait ça toujours, il disait que c'était d'éveiller le potentiel musical qui est en nous. Donc je considère par expérience que l'apprentissage du piano doit s'ouvrir à de nombreux autres domaines artistiques. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et c'est une critique encore qu'on peut faire à beaucoup de pianistes aussi, et surtout de professeurs de piano, qui parfois sont trop coincés en quelque sorte dans leur discipline et qui ne veulent pas voir
plus loin que le bout de leur nez, et c'est bien dommage, car la pensée d'un coup est figée, et la qualité de l'enseignement également va de pair. Donc on peut très bien s'ouvrir à plein d'autres domaines, d'ailleurs artistiques ou non, peu importe, hein, mais il y a le théâtre, l'opéra, il y a toute la culture musicale bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui est extra-musical, donc la littérature, la poésie, on vient de le dire, hein, tous nos points d'appui, la peinture, la philosophie. Il y a également tout ce qui est de l'ordre de la science, on en a parlé aussi, hein, les sciences cognitives notamment. Nous avons aussi tout ce qui concerne les processus méthodologiques, hein, tout ce qui relève de la pédagogie. Donc là, ça fait appel aux sciences de l'éducation, par exemple, ça relève de les sciences de l'éducation, la didactique, les neurosciences, les sciences cognitives, ça je l'ai déjà dit. Donc tous ces domaines constituent des points d'appui très importants, et on l'a vu, tous ces points d'appui, nous allons nous en servir automatiquement pour interpréter, que ce soit conscient ou inconscient. Donc cet enrichissement est indispensable, on peut dire, pour la formation de la personnalité du pianiste, car ils améliorent notre pensée et ils font de nous une meilleure personne. Voilà, ce sera tout pour cette conférence. Merci.